En manchette aujourd'hui, Technicum s'implique avec la Guignolée 2023. Bonjour, mon nom est Daniel Yvon, en remplacement de Alain Bellumeur au pupitre. L'homme d'affaires Jocelyn Désy de Technicum a fait un geste hors de l'ordinaire avec la collaboration du IGA et du métro à Berthierville. Il a donné au-delà de 1 000 $ en épicerie à la maison de la famille et au groupe d'entraide en toute amitié. Sur les photos, on voit Michael Le Privé, son directeur de succursale à Berthierville, qui a fait des emplettes et qui est allé porter les produits de ses emplettes au groupe d'entraide en toute amitié. De plus, les Chevaliers de Colomb ont contribué de façon substantielle dans le cadre de la Guignolée. On les voit aussi avec des photos avec la Société Saint-Vincent-de-Paul, avec En toute amitié, ainsi que les filles d'Isabelle. Donc, ce fut une fin de semaine avec beaucoup d'entraide et beaucoup de dons pour la Guignolée 2023. On change de sujet maintenant et on s'en va aux policiers motoneigistes et quadistes de la Sûreté du Québec avec la participation de la Fédération des clubs de motoneige du Québec, de la Fédération québécoise des clubs quad et la collaboration du ministère des Transports et de la Mobilité durable qui interviendront de façon intensive dans les différents chantiers fédériques du Québec tout au long de la saison hivernale. Une opération Impact véhicule en route est une présence policière accrue dans les sentiers avec la collaboration de différents partenaires. Cette année encore, les quadistes de la Sûreté du Québec patrouilleront également les sentiers fédériques en cette saison hivernale. Les opérations Impact véhicules en route permettent d'effectuer des interventions ciblées auprès des adeptes des véhicules en route qui ont des comportements pouvant compromettre leur sécurité et celle des autres usagers. Par le financement des opérations Impact, le gouvernement du Québec souhaite favoriser un environnement sécuritaire pour les adeptes de véhicules en route, mais aussi pour l'ensemble des usagers qui empruntent les chemins publics croisant les sentiers. Pour leur part, la Fédération des clubs de motoneige du Québec et la Fédération québécoise des clubs poites invitent les adeptes de véhicules en route à adopter des pratiques sécuritaires et respectueuses de l'environnement et de la quiétude des citoyens. Les quadistes et les motoneigistes sont soumis aux mêmes lois que les automobilistes en ce qui concerne la capacité de conduite affaiblie par la drogue, l'alcool et ou une combinaison des deux. La limite de vitesse maximale dans les sentiers de 50 km pour les quads et 70 km pour les motoneigistes. Ils doivent se conformer à la signalisation des sentiers, les personnes âgées de 16 et 17 ans, en plus d'obtenir un certificat d'aptitude délivré par les différentes fédérations ou leurs agents désignés, doivent détenir un permis de conduire en règle et respecter les conditions qui y sont associées. Donc, on vous demande d'être prudent avec le début de cette saison. Maintenant, chose certaine, l'enquête du Journal de Montréal sur la rémunération des élus municipaux au Québec, surtout celle des maires, a fait jaser ces derniers jours. Dans la Naudière, c'est le maire de Lavaltrie, M. Christian Goulet, qui affiche la 6e plus haute rémunération, soit 136 807 $. Le maire de Mascouche, Guillaume Tremblay, arrive au premier échelon avec un 181 279 $. Sa municipalité compte 53 000 habitants, Lavaltrie en compte 15 578. Suite à la publication de cet article, la ville de Lavaltrie a tenu à publier une clarification sur son site web. On y indique d'emblée que le salaire annuel du maire est de 71 000 $. Il était de 46 119 $ en 2021. Il a été haussé à 77 377 $ en 2022 en fonction de la rémunération moyenne des maires d'une ville ayant une population, un budget et une richesse foncière uniformisée comparable. Être maire d'une ville comme celle de Lavaltrie est désormais un emploi à temps plein. La charge de travail a augmenté de façon significative ces dernières années. Un salaire de 71 377 $ pour assumer toutes les responsabilités qui incombent à la fonction de maire d'une ville de notre taille est, selon moi, tout à fait justifiable de mentionner M. le maire Christian Goulet.
Pour bien comprendre cette précision que le maire de la Villerie reçoit en effet un salaire de 71 377 auquel il faut ajouter une allocation de base de 17 546. Et parce qu'il occupe le poste de le préfet de la MRC, il reçoit un montant supplémentaire de 47 884, d'où le 136 807 cité par le Journal de Montréal. À la Valtrie, peut-on lire dans le site web de la Ville, le réajustement de la rémunération a été fait en fonction de la moyenne salariale des élus de villes comparables. Ainsi, la volonté du conseil municipal n'était pas de Ainsi, la volonté du conseil municipal de la Valtrie n'était pas d'être parmi les plus élevés, mais plutôt de se situer dans la moyenne, d'ajouter le maire Goulet. Selon la ville de la Valtrie, à titre comparatif, la moyenne des salaires des villes comparables, excluant les allocations de dépenses et les autres fonctions au sein de la MRC, était de 70 490 en 2022 et 76 000. Il est donc de 77 000 pour cette année si on exclut les allocations et autres rémunérations en fonction de la MRC. Il est aussi fait mention des autres élus de la MRC. Voici quelques informations qui ont été divulguées. On parle entre autres du maire Dominique, pas du maire Dominique Perrault, mais M. Lahec, donc avec un montant de 48 860, avec une allocation de base de 9 210 et les rémunérations additionnelles de 7 400 et 2 048 proviennent de la MRC. Monsieur Richard Bellumeur, on parle de 30 121, donc le maire de Saint-Cuthbert, une allocation de base de 15 061, 6 636 pour la rémunération additionnelle et 3 318 $. Du côté de M. Villeneuve de Lanoret, on parle d'une somme de 25 338, une allocation de 12 669 et des rémunérations additionnelles de 7 567 et 3 784. Du côté de M. Puffal, on parle de 22 252 plus 11 127 et des rémunérations additionnelles de 6 689 et 3 350. Au niveau de M. Barthes, maintenant, on parle de notre rémunération de 21 631, allocation 10 425, et à cela, il faut sûrement ajouter les montants qu'il reçoit de la MRC à titre de préfet surnuméraire, préfet adjoint. Et le dernier dans la liste, M. Goyette de la Législation de l'île du Pape, on parle d'un montant de 11 670, de allocations de base de 5 837, ainsi qu'on peut présumer des montants provenant de la MRC, 6 953 et 3 477. Vous pouvez retrouver ces chiffres sur le site du Journal de Montréal et ça fait partie des informations que doit divulguer chaque municipalité. Maintenant, nous terminons la première partie avec un extrait du concert donné par le Grand Orchestre de Joliette samedi dernier. Les enfants de la chorale des Cascades de Randune ont interprété « Quand les hommes vivront d'amour », une chanson qui, en cette période de guerre, cette période difficile, nous permet de prendre quelques minutes de réflexion. Écoutons leur présentation. Je vous demanderai le même tonnerre d'applaudissements tout à l'heure pour accueillir la chorale des Cascades. On peut les applaudir. Encore là, on a usé un peu d'imagination pour pousser le concept de Noël un peu plus loin. Puis, pour la première pièce, c'est « Quand les hommes vivront d'amour ». Puis, je leur ai posé la question. C'est elles-mêmes qui vont
l'introduire. Donc, on vous présente notre version à nous de Quand les hommes vivront d'amour. Si on arrête la guerre, il y aura plus d'harmonie et plus de passion dans le monde. Ce serait plus simple si tout le monde vivrait d'amour. La famille et Noël, c'est important aussi de le célébrer en famille. Mais les cadeaux, il y a beaucoup d'enfants que pour eux, c'est tout ce qui compte à Noël. Sauf qu'en vrai, tout ce qui compte, c'est la famille. Il faudrait arrêter la guerre. Il faudrait que les hommes arrivent à s'entendre et qu'il y ait de l'harmonie entre tout le monde. Et maintenant, allons à la première pause. Bonjour Monique. Bonjour Julie. On se présente, on est 2 conseillères en emploi chez Déclic Action et on est aussi formatrices. Vous êtes tannées de tourner en rond à la maison? Venez nous voir chez Déclic Action. Déclic Action est un programme qui dure 13 semaines. À l'intérieur des 13 semaines, du lundi au jeudi, c'est de 9h à 16h. Pour faire partie du groupe Déclic Action, vous pouvez vous présenter directement chez Déclic Action au 780B rue de Montcalm à Berthierville ou nous téléphoner au 450-836-1079, le poste 2 pour Monique ou le poste 9 pour Julie. Sinon, vous pouvez aussi vous présenter au Centre local d'emploi de Berthierville pour avoir plus d'informations sur Déclic Action. À bientôt, on vous attend.
Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Pour aujourd'hui, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter un bon anniversaire à Marie-Paul Moréa. Donc, madame, souhaitez bon anniversaire et profitez-en pour fêter avec votre famille. Maintenant, le Centre des services intégrés de la santé, le CI3S de l'Anaudière, souhaite renseigner les parents sur les options qui s'offrent à eux s'ils ont des questions ou des inquiétudes concernant l'état de santé de leur enfant et les aider à identifier les situations qui requièrent de consulter rapidement un professionnel de la santé. Plusieurs options s'offrent à vous et s'il s'agit d'un problème de santé mineur ou lorsque votre enfant souffre d'un virus respiratoire, voici quelques alternatives à vous considérer avant de vous présenter à l'urgence. On parle de se rendre sur la ligne pédiatrique de InfoSanté en composant le 811. L'option 1 et après ça, par la suite, l'option 2, une infirmière vous permettra d'évaluer quelles sont les actions à prendre. Ce service est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Cette option est à prioriser pour l'exception d'allure grippale ou pour tout autre virus respiratoire. Communiquez aussi avec votre médecin de famille afin d'obtenir un rendez-vous si requis. Vous pouvez aussi contacter le guichet d'accès à la première ligne, le GAP, en composant le 811 option 3 et ce service qui s'adresse aux personnes qui n'ont pas de médecin de famille vous permettront d'évaluer et aussi au besoin de vous accompagner pour recevoir une consultation médicale. Votre pharmacien est aussi disponible pour vous donner des conseils et améliorer la situation de votre enfant. L'urgence est un endroit c'est un endroit indiqué lorsque vous craignez pour la vie et la santé de votre enfant et que ça demande des soins urgents. Sachez que la santé de nos enfants est une priorité. Il est important de savoir quand il est opportun de se rendre à l'urgence. Il peut être approprié de consulter un professionnel de la santé en milieu hospitalier si votre enfant a moins de 3 mois, avec une fièvre de plus de 38 degrés Celsius, 100,4 Fahrenheit, n'a pas été vacciné dans les dernières 48 heures, est porteur d'une maladie chronique ou présente une température de plus de 38,5 Celsius, présente une forte fièvre de plus de 38,5 accompagnée de symptômes qu'une condition grave telle que la déshydratation, une détresse respiratoire, l'altération de son état de conscience, s'il présente aussi des difficultés respiratoires, des signes de tirage qui présentent vraiment des versions modérées à sévères. S'il perd conscience, s'il y a des convulsions, c'est en état de confusion, on vous demande s'il est amorphe, il ne réagit pas à aucune stimulation. S'il fait des selles noires ou des vomissements de couleur verdâtre. Puisque ce ne sont pas toutes les situations qui nécessitent une consultation médicale, nous invitons aussi à parcourir sur le site web un feuillet qui vous permettra de pouvoir avoir des soins de confort pour votre enfant et ainsi avoir une période de guérison.
En terminant notre bulletin, aujourd'hui, nous vous présentons 2 autres questions-réponses extraites du conseil municipal de Saint-Ignace qui représentent les échanges avec les promoteurs immobiliers et le maire de Saint-Ignace, Jean Lurbat. Écoutons justement ces 2 extraits en rafale. On a un chiffre ici, c'est 6,4 %. Ça, c'est la proportion d'appartements de 3 étages et moins sur votre territoire. Le reste, là, c'est toutes des maisons familiales. Un projet de 38 logements, comme on vous a présenté, là, n'est plus possible maintenant, on le voit bien. Là. Les chiffres démontrent clairement qu'il y aurait possibilité de combler ce pourcentage-là, parce qu'on le voit très bien qu'il est très très faible, le poste de logement, par rapport au nombre de maisons. Puis vous avez dit tantôt, justement, qu'il manquait 300 logements là, dans le coin, bien, ça en aurait fait partie à 38 de plus. Que compte faire le conseil, sachant que seulement 6,4 % de son territoire est dépourvu d'appartements de 3 étages et moins, alors que les demandes sont plus difficiles pour les premiers acheteurs? Depuis quelques années, peut-être 4-5 ans, il y a 4 logements qui se sont bâtis dans le rue Viateur-Chevalier et Yvon Cournoyer. Saint-Joseph, 2 blocs, un 6, un 8. Chemin de la Traverse, proche du quai, 2-8 logements. Il y en a un autre ici pas loin sur le chemin de la Traverse. Vous en avez un en construction, puis 2 autres vont aussi s'ajouter. Donc, il y a une ouverture là-dessus qui s'est faite au niveau de la municipalité. Et présentement, il y a aussi un projet d'unifamilial qui s'en vient. Donc, nous, on a une vision quand même assez large. Mais ce qui bloque, c'est le projet que vous avez déposé, 4 blocs en arrière-plan qui n'ont pas accès direct à la rue. Oui, mais à cause de première rencontre, on a discuté. Il y avait une belle ouverture, on discutait comme des adultes. 2e rencontre, ben, on n'a pas dit ça une rencontre. On donne 5 minutes, plus, on s'est fait enlever les bords, sortir dehors. Fait qu'il n'y a pas eu de discussion. Je crois qu'elle voulait développer quelque chose avec le concept. C'est un 6. Non, mais là, on parle. Non, mais je veux savoir, parce que c'est un 6. c'est un 6, Ouais. donc on a 4 logements, et 6 logements qu'on a. Puis c'est bon, dans la ferme. Vous savez, puis je vous dis, peut-être sur le avant, peut-être qu'il n'aurait pas eu pantoute. Mais c'était au règlement. Non, c'est parce que, regardez, c'est toute l'unifamiliale dans le village. Vous savez, on arrive, c'est sûr et certain que, moi je vous le dis, il y a des gens qui ont voulu monter ça, il y en a qui m'ont dit, ben oui, peut-être, il doit. C'est pas lui, c'est aujourd'hui. Puis là, le 4 logements, il y en a qui ont dit, on a aussi. Mais par contre, le 4 logements, quand je regarde avec la voiture à côté qui était anciennement M. Saint-Martin, ben, la voiture, c'est pas mal pareil. On peut prendre la même grosseur, peut-être que le 4 logements était un petit peu plus large. On s'entend que le chemin de la Traverse se porte mieux pour du multilogement que les autres rues à Saint-Ignace. Aujourd'hui, un prix moyen d'une construction d'une maison neuve, incluant terrain, taxes municipales, scolaires municipales, assurance, tout, ça coûte environ 3 200 $ par mois. On est loin du logement social, je vous le dis. À qui pensez-vous que s'adresse l'achat de telles propriétés, considérant que le revenu médian dans cette ville, en 2020, c'était 62 800 $? Le conseil pense-t-il que le prix des maisons est favorable pour 2/3 de la population? 2/3, c'est ceux qui sont seuls, qui sont des couples. Là. Connaissant le salaire qui ont 62 800, là, ça paye le taux de 3 200. Là. Il y a un salaire qui paye juste les taxes, les frais, là, puis le reste, il prend un 2e salaire. Puis vous êtes venus dire là, que vous vouliez des maisons. Là. Expliquez-nous comment vous allez faire avec les salaires moyens de 62 800. À qui s'adressent les maisons que vous voulez construire? Aujourd'hui, c'est combien ça coûte pour faire la maison? Vous avez des comptes de taxes, là, vous voyez à peu près là, que ça peut valoir, là, puis vous avez des idées de choses. Je pense que tant que je suis capable de faire mes affaires moi-même. Non, mais on parle pour le nouveau développement. Ils vendent des maisons, ils vont construire des maisons, ils vont faire des ventes. Les autres, ils vont payer ces montants-là. C'est sûr et certain que ça sera on parle de logement abordable, accessibilité, etc. Mais nous, on préconise pour des personnes qui vont payer 3 200 $ par mois. C'est sûr que le nouveau développement, ce ne sera pas quelqu'un qui travaille au salaire minimum. Ouais. Autre question. Une toute nouvelle gare fluviale reliant la rive nord et la rive sud. En passant, c'est le seul point entre Montréal et Trois-Rivières pour traverser l'autre bord. Là, qui a été construit et neuf est en fonction. Là. Cette gare fut construite en tenant compte de l'achalandage qui va augmenter au cours des prochaines années.
Le conseil peut-il expliquer pourquoi il diminue les capacités de densifier la construction près de la gare, ce qui favoriserait le transport à pied pour prendre le traversier? Parce qu'il y a fait une belle gare là, pour que le monde puisse s'installer en dedans pour traverser à pied. Ils ont dit, ben on va densifier, hein, mais on va pouvoir partir à pied puis aller traverser au bord. La gare n'a-t-elle pas été construite afin de permettre plus de passages sans véhicule? Ils n'ont pas fait ça pour les piétons, pour les assurer. S'ils ont pensé, ils ne l'ont pas dit. Mais, j'ai pas dit qu'ils ont fait ça pour les... J'ai pas dit qu'ils ont fait ça pour les piétons. J'ai dit que quand il y a un point d'accès, la majorité des pays font une station de REM et ils s'attendent qu'il y ait beaucoup de monde qui prenne le REM, ils se font autour. Il y a un point d'accès proche, ils s'attendent qu'il y ait plus de monde qui est. Ce que vous dites. Parce que moi, je restais sur la rivière, quand j'ai travaillé pendant 14 ans à Marine Industrie, à Sorel, quand chez nous, on allait à pied, Répondez à ma question. Je ne peux pas vous dire que c'est. Non, mais ça c'est bien la société quand elle a fait ça. C'est bien logique que tout le monde travaille au bord du site. Elle m'a dit à la municipalité qui faisait ça, que le monde s'en vient. Non, ça n'a jamais été question. Peut-être qu'ils l'ont pensé, mais ils l'ont pas dit. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous préconisez la construction de maisons unifamiliales sur votre territoire, sachant que 83% des résidences de la municipalité constituées de maisons unifamiliales, favorisant un étalement urbain, alors même que le fédéral et le provincial préconisent la densification? M. Beaulieu, dans le coin de la rive Boisée, si on préconise l'unifamilial, c'est simple. Il s'est bâti un duplex une année. Et je vous le dis, là, je suis franc, ici, c'était plein. Il y avait même du monde dehors. Pour un duplex. Puis si vous allez là, il y a un duplex qui est là. Puis juste à côté, il y a une petite maison unifamiliale, mais 2 étages. Le duplex, la seule affaire qu'il y a, c'est qu'il était un petit peu plus large que l'autre maison, mais la hauteur, c'est là. Mais on a rempli la salle parce que le monde. Puis vous savez, le monde là-bas, là, écoutez, c'est pas la mentalité de tout le monde, là. Mais il y en a, c'est sûr que les maisons là-bas sont évaluées, puis beaucoup. Puis ils ne voudraient pas avoir des logements. Je suis tout à fait d'accord. Puis j'ai jamais dit de mettre des logements. Non. Ce que je dis, c'est que vous préconisez plus la construction de maisons, puis vous baissez la capacité de construire des logements. Là, c'est ce qu'on a compris dans votre discussion. On n'empêche pas. Non, vous avez diminué. On a diminué, c'est ça. Donc, vous préconisez plus les maisons familiales, qui vont totalement en compte des directives du fédéral et provincial qui demandent aux municipalités, idéalement, si vous pouvez densifier, ça serait beaucoup mieux, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui viennent ici, au Québec, au Canada. Allons à la météo. Bonjour, votre météo avec Théo. Aujourd'hui, lundi après-midi, il fera nuageux avec quelques flocons, avec une température de 0 degré, ainsi qu'un ressenti de -4, avec 1 cm de neige. Lundi soir, il y aura un ciel variable, ainsi avec une température de -3, avec un ressenti de ça -8. dépend au-dessus du temps ou Et non, lundi nuit, il hein? fera un ciel dégagé, avec une température de -12, ainsi qu'un ressenti de -18. Mardi matin, il fera une température de -11 avec un ciel ensoleillé avec passage nuageux ainsi qu'un ressenti de -16. Mardi après-midi, il fera un ciel nuageux avec quelques flocons ainsi qu'une température de 2 et un ressenti de -4. Et mardi soir, il fera averse avec de la neige isolée avec une température de 1 ainsi qu'un ressenti de -5 et avec 1 cm de neige. C'était tout pour votre météo.